J'aimerais maintenant passer la parole à Aurélien Barraud. Vous êtes astrophysicien au CNRS, spécialisé en relativité générale, en cosmologie, physique des trous noirs et gravitation quantique. Vous êtes professeur à l'Université Grenoble-Alpes et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi docteur en philosophie, auteur d'ouvrages de poésie et forcément, cette question de la beauté vous est chère et vous l'abordez à votre manière dans votre dernier ouvrage paru en mai dernier aux éditions Zulma, qui en appelle à une révolution politique, poétique et philosophique. Vous en appelez au pouvoir de l'imagination et à celui du pouvoir vivre. Alors j'aimerais que vous puissiez nous détailler ici votre approche. Merci. Si tu permets, je commence par un petit panorama. Même sur des échelles de temps géologiques, la situation actuelle est exceptionnelle. De par sa violence et ses causes, elle est vraisemblablement sans précédent. En quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. En quelques millénaires, nous avons éradiqué les 2/3 des arbres. Plusieurs centaines de milliers d'êtres humains décèdent chaque année en Europe de la pollution. Alors, en venant ici tout à l'heure dans le train, j'ai lu quelques nouvelles. Alors, je vous fais part de l'état du monde tel que je l'ai compris ce matin. La moitié, apprend-on, des arbres plantés pour la prétendue compensation carbone, ce qui est quand même un concept totalement délirant, ne survivent pas. Et oui, figurez-vous, un être vivant, ce n'est pas un joujou d'ingénieur. Deuxièmement, on apprend que l'eau de pluie sur Terre est maintenant impropre à la consommation. Je répète, l'eau de pluie est impropre à la consommation. Troisièmement, l'Université de Chicago dévoile que les particules fines ont vraisemblablement affaissé l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. C'est considérable. Quatrièmement, on découvre que les glaciers libèrent, eu égard au phénomène de fonte, des agents pathogènes un petit peu contrariants. Voilà les nouvelles. Et en parallèle, vous voyez se développer ce que j'appellerais une sorte d'indécence techno-débile qui va très très bien, qui vraiment est luxuriante, depuis les programmes spatiaux absolument émétiques qui font frétiller les chefs d'État et les milliardaires, jusqu'au déploiement de cette pathétique finalement intelligence artificielle qui est en réalité une inintelligence algorithmique qui tente à appauvrir les possibles. La situation, honnêtement, est un peu triste. Alors ça, c'est le niveau constatif. Bon, certes, il y a toujours un certain choix ontologique derrière, mais je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord sur cette description du réel. Une chose est certaine, cette situation n'est pas tenable. Ça ne fait absolument pas question. Plus personne de sérieux ne se pose cette question. On peut le voir de multiples manières. La plus évidente, c'est que la courbe des prélèvements est actuellement très au-dessus de celle des ressources écosystémiques. Ça, c'est certain, ça ne peut pas durer. On peut le voir parce que les limites planétaires sont aujourd'hui dépassées sur plus de la moitié des critères majeurs. On peut le voir parce que les points dits de non-retour sont atteints essentiellement 2 fois plus vite que prévu. Autrement dit, les conditions d'habitabilité de cette planète sont en train d'être laminées. Donc ça ne peut pas durer. Ça ne fait même pas débat. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que prendre les choses par ce biais, c'est encore regarder un peu par le petit bout de la lorgnette. Parce que c'est laisser entendre qu'il serait, dans une certaine mesure, souhaitable que les choses puissent se poursuivre dans la même direction. C'est finalement suggérer que le véritable problème serait l'absence de pérennité. Il n'en est rien. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est ça la question. C'est uniquement ça la question. À supposer que ce soit durable, et je le redis une dernière fois, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on aimerait vivre dans l'univers d'Elon Musk qui est en train de se profiler ? Un ciel où les satellites artificiels ont remplacé les étoiles. Un réel où la vulgarité la plus crasse s'exhibe avec obscénité. Voilà ce qui est en train d'advenir. Pour le dire autrement, quand on annonce aujourd'hui, les larmes dans les yeux et la main sur le cœur, qu'il va falloir faire preuve d'un peu de sobriété ou de frugalité, n'exhibe-t-on pas précisément notre extraordinaire niveau d'ensorcellement ? Nous en sommes finalement donc, semble-t-il, arrivés à un point où l'expérience d'une balade
dans une forêt réelle, peuplée d'oiseaux volants, nous apparaît comme un appauvrissement de l'expérience virtuelle d'une excursion numérique. Autrement dit encore, une discussion dévisue serait une atrophie d'un tweet. Je crois qu'il faut être violemment envoûté. Je voudrais donc insister. Notre monde est intenable. Ça, c'est un fait scientifique. Mais il est aussi insouhaitable. Ça, c'est une proposition. Notre axiologie, je crois, est clairement mutilée. Nous ne sommes pas, je veux le redire, dans une crise du réchauffement climatique. Nous ne sommes même pas dans une catastrophe systémique liée à la destruction des espaces habitables, à la pollution, à l'interruption des cycles biogéochimiques et à l'acidification des océans. Tout cela est vrai, bien sûr, mais ce ne sont que des symptômes. Les traiter un à un est non seulement impossible, mais aussi inutile. Tant que, me semble-t-il, l'artificialisation du vivant demeurera notre objectif, notre dessein, les modalités n'auront pas beaucoup d'intérêt. Nous sommes, je crois, dans un effondrement de la cosmopoétique du réel, dans un oubli de la beauté et un déni de la finitude. Nous sommes au point d'absurde, d'une arrogance métaphysique qui s'est échouée sur sa propre vanité. Pour le dire de façon un peu provocatrice, je crois qu'il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à redessiner l'architecture du sens. Il y a juste à aimer. Le temps de l'abondance, lit-on ces derniers jours dans les journaux, est terminé pour les Occidentaux. Alors c'est vrai, certes, il va falloir apprendre à faire preuve d'un peu d'humilité. Nous, la civilisation de l'échec, la plus destructrice de tous les temps du point de vue de la biosphère. Les inventeurs, dirait Edgar Morin, de la thanatocène, de l'ère de la mort. Et pourtant, je crois qu'il faut nuancer. L'abondance, en réalité, n'a jamais eu lieu. D'abord au sens trivial, que l'on connaît tous, bien sûr, où nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui sont demeurés dans un état d'urgence vitale, mais aussi en un sens peut-être plus profond, où notre richesse était un leurre, un trésor sec et triste, une forteresse vide, dirait Bettelheim, un joyau toxique. Il n'y a pas d'effort à faire. Il suffit de renoncer à nos addictions mortifères et d'ouvrir un peu la fenêtre de la contingence. Il suffit d'ouvrir les yeux. La richesse ne se compte ni dans le nombre d'abonnés Insta, ni dans la taille des turbos de nos voitures. Il s'agit au mieux d'insignifiance, au pire de marqueurs clairs de délinquance. Il n'y a rien à envier dans ces mondes morts, qui sont en réalité emblématiques de notre nécrophilie numérique. Et c'est finalement ça le plus drôle. Ici, la prescription est performative. Il suffit de le dire, parce que tout cela ne tient que par l'architecture de nos désirs. Les réorienter, c'est agir. Alors bien sûr, on le sait, la technologie a été utile. Elle devient létale. Ça ne demande pas un niveau d'analyse extrêmement élevé. Vous pouvez appeler ça l'effet paracétamol ou la pharmacie de Platon si vous êtes un peu plus pédant. C'est la même idée. Ce qui est remède à petite dose devient poison à dose de gavage. C'est trivial. Ainsi en va-t-il de la technique et de la finance. Alors de deux choses l'une. Soit, comme on le lit souvent, comme beaucoup de politiques et de chefs d'entreprise le laissent entendre, la prolifération technologique est inévitable. Il ne faut même pas se poser la question. Il ne peut pas en être autrement. Si c'est vrai, cela signifie effectivement que nous sommes face à un développement de type tumoral qui nous a échappé. Il va donc falloir une certaine dose de chimiothérapie et ça va être violent et risqué. Soit ce n'est pas vrai et nous avons encore le contrôle. Et alors, il faut le montrer. Mettre fin à cette course totalement délétère et délirante, ce monde de machines et de programmes. Il n'est pas juste inepte et dangereux.
Il est laid. Je vais bientôt finir. Prendre soin du vivant, c'était ta question que j'aborde en conclusion. Prendre soin du vivant, oui, oui, probablement, pourquoi pas. Vous savez, la vie est un processus extraordinairement singulier. Pour un physicien comme moi, la vie, c'est ce qu'on appelle un système profondément non ergodique, c'est-à-dire qu'elle n'explore qu'une toute petite partie de son espace de phase. Elle viole en quelque sorte les prémices de la théorie des ensembles, ce qui signifie qu'elle est un hors des mathématiques, ce qui la rend évidemment plus belle encore. Je crois qu'il s'agit, en fait, plus simplement et plus profondément, de penser les règles du jeu et pas seulement de jouer un bon coup, de comprendre que ce monde pourrait être autre. Et pour ce faire, il suffit de regarder les innombrables autres cultures qui l'ont habité, de se départir un peu de notre orgueil d'occidental. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes les esclaves consentants de notre aliénation technique. Mais l'anthropologie et l'ethnologie sont là pour nous aider et nous montrent sans cesse les infinies autres manières d'habiter cette planète qui déjà ont été à l'œuvre. Il suffit de regarder ailleurs, sans paternalisme, non pour enseigner, mais pour apprendre. En conclusion, en vraie conclusion cette fois, je donne jamais de conseils de petits gestes. Ça m'énerve, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, et je crois de toute façon que nous n'en sommes plus là. Ce n'est plus du tout la question. Je vais faire aujourd'hui une exception. Je vais vous donner un conseil très concret. S'il vous plaît, de grâce, par pitié, au nom du Seigneur, fermez Twitter. Fermez définitivement Twitter. Merci. Elon Musk vous remercie. Twitter, ça a toujours été le pire. C'est le règne de la méchanceté, de la hideur et de la bassesse. La pensée en 240 caractères, ça n'existe pas. C'est la négation dans les termes de la pensée. Et aujourd'hui, c'est en plus devenu le symbole de l'homme le plus vil au monde dans son rapport à ses employés, à la beauté, à la pensée, à l'État et à l'avenir. Quiconque aujourd'hui use encore de ce moyen, n'importe quelle entreprise qui aujourd'hui encore fait de la publicité sur Twitter est quand même complice du massacre. Merci. Je ne pensais pas qu'Aurélien Barraud allait ici souhaiter la disparition d'un oiseau bleu, mais en effet, celui-là mérite peut-être de vraiment disparaître.